Il est 18h30, bonsoir, voici les titres de ce journal. À la une ce soir, le nouvel échec des négociations ce matin entre le gouvernement et la frappe. Les points de revendication avaient pourtant été évacués. On en parle dans quelques instants. Une fédération de lutte contre les drogues a vu le jour aujourd'hui. Elle rassemble des hommes et des femmes de tous les milieux, des bénévoles excédés des ravages de la ICE, le ras-le-bol de ces acteurs de proximité et les solutions qu'ils proposent. On en parle avec Cathy Godot, présidente de la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Nous prendrons ensuite des nouvelles de Vaine Firo, qui s'apprête à rejoindre le circuit mondial du surf. Toute première tahitienne à intégrer l'élite internationale, l'athlète affûte son jeu. Enfin, nous irons à Reatea, où la commune de Uturoa s'apprête à officialiser son projet de Rahui avec une toute nouvelle cartographie. Et c'est une mauvaise nouvelle à 2 jours de la rentrée. La grève des agents de la fonction publique aura bien lieu. Le bref échange ce matin entre le gouvernement et la frappe n'aura pas permis de trouver un terrain d'entente. Un protocole d'accord était pourtant bien prêt. Regardez. Pas de négociation ce matin pour le président du pays, mais une simple réunion pour signer ou non le protocole d'accord soumis la veille aux syndicalistes. Mais si les 3 points de revendication ont bien été évacués, la frappe attend désormais fermement le détail de répartition des 250 millions censés financer la hausse des salaires des catégories D. Une nouveauté de trop pour Moetai Broderson. Ça, c'est ce que je vous ai dit hier. Le temps de la discussion, il est terminé. On vous a proposé une ultime version du protocole qu'on a corrigé encore hier pour intégrer vos dernières remarques. On n'ira pas plus loin. Donc, je vous souhaite une bonne année. La rencontre aura duré moins de 5 minutes. On a encore hier soir effectué des corrections pour intégrer des remarques pertinentes ou alors corriger des fautes de frappe, des choses comme ça. On a envoyé cette dernière version du protocole que nous allons donc communiquer aux médias, communiquer à l'ensemble des Polynésiens. Notre version du protocole pour que tout le monde se rende compte finalement des efforts que le gouvernement a consenti pour essayer de résoudre ce conflit. Ils campent sur leur désir de voir confisquer finalement le dialogue social, d'avoir avant tout le monde les tableaux, alors qu'on leur a bien dit que le CSFP serait à nouveau réuni en urgence le 20 et que c'est l'ensemble des organisations syndicales qui se verront présenter les 8 options, les 4 options précédentes et les 4 nouvelles options que nous sommes en train de travailler parmi 12 scénarios qui sont examinés depuis le début de ce conflit. À défaut de signer le protocole, les syndicats avaient proposé de suspendre la grève au-delà du 20 janvier. Le temps d'examiner les fameux tableaux à l'occasion du Conseil supérieur de la fonction publique. Ce qu'on demande, nous, c'est tout à fait normal, c'est évident, c'est légitime. On ne peut pas s'avancer sur quelque chose d'inconnu, sur un mystère, quoi. C'est pas possible. Et tous les points, c'est OK, mais il suffit juste qu'ils nous remettent les preuves. Dans nos demandes, il fallait donc les tableaux. Et s'il ne peut pas, là, on n'a pas eu les tableaux aujourd'hui, donc c'est pour le 20. Donc nous maintenons notre suspension jusqu'au 24. Le temps d'attendre ces éléments-là. Là, il refuse quoi aussi. Donc cela veut dire que le président Moetai Broderson encourage à partir à la grève. Ils campent également sur leur position de vouloir maintenir non pas une levée de grève mais une suspension, donc maintenir une épée de Damoclès avec la possibilité de repartir en grève sans préavis. Donc ça, ce n'est pas non plus acceptable, c'est prendre en otage toute l'économie polynésienne, ce n'est pas acceptable. La grève prendra donc effet dès mardi à minuit. Suivie notamment par les pompiers d'aérodrome, elle promet d'ores et déjà des turbulences dans le ciel polynésien. Et un mot de météo maintenant avec ce mauvais temps qui n'a pas dû vous échapper. Vent fort, mer chaotique et fortes précipitations. Si Pita s'éloigne, les conditions associées à cette dépression tropicale devraient persister. La pluie en particulier qui reste au moins tout le week-end selon Météo France. Les îles du Vent et les îles sous le vent sont d'ailleurs placées en vigilance orange pour risque de fortes pluies. Le haut-commissaire appelle à la prudence.
Et autre actualité du jour, la création d'une fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Elle fait suite à la marche contre les violences du 28 septembre dernier. Son bureau s'est constitué ce matin à la mairie de Papeete. Parents, bénévoles et citoyens s'engagent pour trouver des solutions aux ravages du PACA et de l'ICE. Laure Philibert était sur place. Ils sont engagés dans des associations de quartier, actifs dans les paroisses, représentant des parents d'élèves ou tout simplement directement concernés par les dégâts occasionnés par l'ICE et le PACA. Ces femmes et ces hommes constituent le bureau de la toute nouvelle Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Touchés de près ou de loin, ils souhaitent agir et soutenir les familles. En tant que parents déjà, il faut qu'on se sente concerné parce que les enfants, c'est de notre responsabilité et effectivement, voir nos enfants sombrer dans ces addictions-là, c'est pas simple, ça détruit nos familles et surtout qu'on a de plus en plus d'appels de familles en détresse pour qu'on les aide. Cette fédération s'inscrit dans la continuité des actions du collectif Stop à la violence, lancé par Tere Inui en Bliné-la-Côte et la marche qui a rassemblé des centaines de citoyens il y a 4 mois. Oui, c'est la continuité un peu de la marche qui a été entamée par Tere Inui en Blin. Et il n'y a pas eu de suite depuis. Et donc ça fait partie des grands sujets de la nouvelle année. La drogue, les drogues et l'ICE en particulier. Et donc voilà, avec les amis, le petit groupe, nous sommes mobilisés pour mettre en place cette fédération. Marcelino alerte depuis longtemps sur les conséquences de la consommation de drogue dans son quartier, Utumaoro. Là-bas, au Utumaoro, chez nous, il y a presque 60% de la population qui est intégrée carrément dans la drogue, qui soutient les enfants, quoi. Comme le problème, c'est le travail, là. C'est l'emploi, quoi. Il n'y a pas de travail, c'est pour ça que les jeunes ils vont le PACA pour survivre, quoi. Après une réunion, je veux dire à toute la population le 31 janvier qui vient, pour pouvoir bien expliquer à la population le problème qu'il y a, les jeunes qui vont le PACA, à nos enfants qui vont à l'école le matin. Dans les semaines qui viennent, la fédération souhaite mettre en place un certain nombre d'outils pour accompagner les victimes, organiser des opérations de prévention et être force de proposition auprès des autorités. Et des propositions du milieu associatif, justement, on en parle avec notre invitée, Cathy Godot. Bonsoir. Alors c'est vous qui êtes à la tête de cette fédération qui rassemble d'autres associations et plusieurs bénévoles. Pourquoi c'était important de rassembler tout ce monde ? Alors effectivement, aujourd'hui, il m'a été confié la responsabilité de prendre la tête de cette fédération. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est qu'un titre aujourd'hui. J'ai surtout la chance d'avoir une petite équipe bien soudée et fermement motivée pour faire en sorte que l'on puisse en tout cas diminuer les addictions et la consommation de drogue en Polynésie. Mais si je peux me permettre, je voudrais souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année à toute la population de la Polynésie qui nous regarde. Remercier TNTV pour la fenêtre que vous nous offrez ce soir. Remercier surtout tous les partenaires, tous ceux qui ont été présents ce matin lors de cette réunion parce qu'il était important. On avait dans l'Assemblée des tautés, des présidents d'associations, des parents, des partenaires comme le collectif Stop aux violences, l'association SOS Suicide. Donc c'est pour vous dire que la fédération est soutenue. Mais nous sommes là aussi ce soir pour dire qu'on a besoin de beaucoup plus de soutien, notamment au niveau de l'État et du pays. Vous avez l'impression de ne pas être suffisamment soutenu. C'est quel type de soutien spécifiquement qu'il vous faut ? Alors aujourd'hui, la fédération est mise en place. On a un bureau. L'objectif, c'est de fédérer toutes les associations justement qui veulent rejoindre cette cause. Mais c'est surtout d'avoir une meilleure représentativité au niveau des autorités, pouvoir mettre en place les commissions d'action sur le terrain et pour pouvoir les finaliser et les concrétiser. C'est à ce moment-là que le pays pourrait justement soutenir la fédération. Et c'est un appel qu'on fait au pays pour soutenir la fédération dans nos actions. Et l'objectif de la fédération, c'est aussi d'accompagner les familles, on l'a vu dans le reportage. C'est un constat que vous faites, les familles, elles sont souvent livrées à elles-mêmes quand elles sont victimes de ce type de violence. Tout à fait, notamment, on parle beaucoup des victimes, notamment de tous ceux qui sont sous l'addiction de ces drogues. On parle de ce manque de prise en charge, mais on a oublié
aussi de prendre en compte toutes les familles qui sont des victimes indirectes, des victimes collatérales de ce fléau. Aujourd'hui, la Fédération a pour objectif de proposer justement un soutien à toutes ces familles, notamment par des groupes de parole qui seront mis en place. Ensuite, des interventions dans les milieux scolaires, dans les associations et même auprès des familles. Pour votre information, nous n'avons pas attendu la création de la Fédération pour actionner sur le terrain. On est appelé malheureusement très souvent pour aller dans les foyers et essayer de les écouter, de les soutenir comme on peut. Et en général, quand on arrive dans ces situations, c'est pour pouvoir répondre à une urgence. Et aujourd'hui, clairement, l'objectif de l'association, c'est aussi de pouvoir mettre en place un protocole concret, justement, de sevrage ambulatoire pour pallier à ces urgences. C'est plus un travail de proximité que vous faites dans les quartiers. C'est un travail qui n'est pas fait aujourd'hui, qui n'existe pas. On va dire que le constat qui a été fait aussi, c'est que plusieurs associations ont œuvré dans ce sens-là, déjà œuvrent dans ce sens-là, sauf que les actions sont complètement isolées. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Le but de la Fédération, c'est de rassembler, de recenser un petit peu toutes ces associations qui œuvrent déjà et surtout de faire en sorte de se mobiliser et d'être beaucoup plus réactifs sur le terrain et efficaces. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette action ? Et moi, comme tous les autres des membres du bureau, en tout cas, c'est un vécu que l'on a eu chacun. J'aurais tellement voulu qu'à l'époque où ça se passe, qu'il y ait une écoute, qu'il y ait des personnes vers qui je pouvais me diriger. Le constat a été difficile. Puisque en fait, il n'y avait personne pour m'aider. Donc, je me suis véritablement retrouvée toute seule à essayer de sortir, en tout cas, mon entourage de cette addiction. Aujourd'hui, le souhait, c'est véritablement qu'on puisse offrir à toutes ces familles qui sont dans la détresse un protocole, une procédure claire et nette, proposer une ligne verte éventuellement pour être à l'écoute de ces personnes, voilà, répondre en fait à leurs attentes et à leur détresse. Dernière question, après, quelle est votre prochaine étape ? Alors, la prochaine étape, on doit se réunir avant la fin du mois de janvier, justement pour mettre en place toutes ces commissions d'action sur le terrain. Donc, elles sont assez vastes. Il faut qu'on arrive à mettre en place des actions qui sont réalisables, mais on a quand même aussi le souhait de pouvoir mettre en place une structure véritablement dédiée à cette jeunesse qui est en perdition et en souffrance. Et pour cela, pour y arriver, on a besoin du pays. Donc, c'est un SOS que je lance au pays. Aidez-nous, soutenez-nous. Nous sommes là, la Fédération existe aujourd'hui. Vous avez les moyens de pouvoir nous aider. Donc, on attend en fait ce soutien de leur part. Et je voulais profiter de ce plateau justement pour remercier les forces de l'ordre, notamment au niveau de l'État, qui, je pense que tout le monde l'a vu, ont renforcé les contrôles sur la route. Au niveau des douanes, il y a eu des prises dernièrement. Malheureusement, quand il y a des prises, c'est pas forcément de bon augure, mais ça veut dire aussi que la drogue circule. Mais on a constaté, en tout cas sur le terrain, un renforcement des forces de l'ordre, et ça, on remercie l'État. Aujourd'hui, c'est le pays que l'on attend véritablement. Il y a des choses qui ont été soulevées, des rapports ont été transmis. Mais aujourd'hui, voilà. Ça ne suffit pas pour vous. Merci Cathy Godot d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et on poursuit vers Papeete maintenant, où Wahine Fierro se prépare activement depuis son entrée en octobre dans le circuit mondial de surf. Peu de répit malgré tout pour la chérie de Teahupo'o qui suit un entraînement intensif. Andy Ebb l'a suivi sur une session. En ce début d'année 2025, Wahine Fierro est en pleine forme. Elle a su faire preuve de discipline durant les fêtes afin de préserver sa condition physique. La Championship Tour 2025 s'annonce exigeante avec 13 compétitions au programme. Pour se mesurer à l'élite mondiale, il est essentiel d'être parfaitement affûté. Ça fait 7-6 ans que j'essaie de mon mieux pour me qualifier. Et donc voilà, enfin sur le Dream Tour. Et donc après, j'ai pu profiter un peu, je suis rentrée, je me suis reposée parce que c'était pas qu'une année, c'était 4 grosses années remplies de plein d'expériences.
Et donc ensuite, je suis allée sur Hawaï pour voilà, m'entraîner un mois entier en décembre. Et je suis revenue pour les fêtes une semaine et là de retour en entraînement sur les vagues de plage avant de repartir sur Hawaï. Pour atteindre l'excellence et se hisser au plus haut niveau durant le tour, Vahiné se conditionne, elle adopte un programme d'entraînement rigoureux. Il ne s'agit pas seulement de la technique en surf, mais aussi de la préparation physique, mentale et nutritionnelle. Chaque détail compte. Je surfe le plus possible et ensuite j'ai 1 heure d'activité sportive où je fais soit entre de la musculation, courir, yoga, ça dépend. J'ai un programme avec mon coach physique et après il y a beaucoup de méditation, de la respiration. J'ai pu passer un mois entier sur Hawaï pour pouvoir tester mes planches, pour pouvoir repérer un peu le line-up sur Backdoor et Pipeline. Et surtout à Hawaï, il y a beaucoup d'intensité. Tous les meilleurs au monde sont là-bas pendant cette période de l'année. Donc, je pense que j'ai pu faire une bonne pré-saison. Et puis là, je suis revenue pour me ressourcer un peu, reprendre des forces. Et puis ensuite, voilà, je repars dans quelques jours. Vahiné continue de faire la fierté du Fénois et elle bénéficie du soutien sans faille de ses compatriotes. C'est tout ce qu'on attendait depuis un moment, là elle y est. Il va falloir qu'elle s'entraîne bien dans ce genre de conditions parce qu'il y en a pas mal comme ça sur le tour. C'est quelqu'un qui est à fond derrière ce qu'elle mange, elle est bien avec son corps, donc je pense que voilà, elle reste en forme. C'est un athlète. Allez Vahiné, allez 2025, c'est pour toi. Let's go. Ah bah c'est carrément méga, Vahiné Fierro sur le cycle 2025. Je suis trop contente pour elle et ouais, ça nous inspire à tous. Elle s'entraîne dur. Du coup, ouais, j'espère qu'elle va gagner beaucoup de titres de CT. Elle est prête, et ouais, il faudra juste garder la forme. Je pense bien manger, bien se reposer et être en forme le jour J, le moindre cas, donc jusqu'à la nutrition. Donc il faut être prêt, c'est au millimètre près quand tu arrives à ce niveau. La première étape du tour démarre dans 2 semaines à Pipeline à Hawaï et dès le début du mois de février, elle enchaîne avec la 2e étape à Abu Dhabi dans une piscine à vagues. Un calendrier de compétition très chargé, mais Vahiné est prête. L'année est divisée en 2, il faut réussir à faire les 7 premières et à réussir le cut pour pouvoir continuer dans les 4 dernières compétitions de l'année. Donc voilà, c'est ça l'objectif. De passer le cut et ensuite voilà, d'intégrer le top 5 à Cloudbreak pour être championne du monde. C'est un défi logistique et financier. Chanceuse d'avoir le soutien de sponsors qui prennent en charge une grande partie des coûts, Vahiné sillonnera le monde pour disputer les différentes étapes de la CT 2025. Et cap à présent sur Reiatea, où le projet de Rahui de Uturua se concrétise enfin. Les zones ont été identifiées, la cartographie est prête. Reste à prendre le pouls du côté de la population. Jessica Doucet. Voici à quoi devrait ressembler la carte de la zone maritime de Uturua si son Rahui est homologué. En rouge, les zones où toute activité est interdite durant 4 ans. En jaune, les zones où la pêche est réglementée et puis les zones en bleu où l'accès et la pêche restent libres. Un zonage dessiné en accord avec la commune, les professionnels, des représentants de quartier et la direction des ressources marines. Du côté de la population qui découvre les nouvelles zones, on se montre plutôt favorable. Oui, je suis favorable pour un Rahui ici sur Uturua pour pouvoir protéger un peu certaines espèces de poissons qui sont en voie de disparition. Maintenant, il faut discuter des zones, ça c'est un peu plus compliqué. Oui, voilà, et en effet, Uturua, elle est un peu plus petite et elle est beaucoup plus fréquentée aussi par rapport aux bateaux, au tourisme, mais aussi, il y a aussi la vie de la population. Le Rahui a pour objectif de garantir une utilisation durable des ressources récifo-lagonaires en déclin. Il réglemente le prélèvement des espèces comme le crabe vert, skie, oursin, burgo et autres. Il interdit certaines techniques de pêche ou encore l'accès dans certaines zones. On sait que Uturua, le plus petit lagon d'ici, on va dire que ça a été plus facile pour vous ou pas? Plus facile, non, parce qu'il faut répondre aux doléances de toute la population. Il faut penser à tout le monde, aux pêcheurs du dimanche, comme aux professionnels et aux
particuliers qui veulent aller pêcher le soir et tout ça, il faut prendre en compte tous les critères. Une zone éducative est également prévue dans le plan. Si on fait le rahoui, c'est aussi pour l'avenir, c'est aussi pour nos enfants. Et pour bien transmettre ce message-là, il faut que l'éducation à l'école puisse intégrer ce projet-là de façon à ce que lorsque les enfants vont apprendre ce que c'est qu'un rahoui, ils pourront retourner à la maison et transmettre ce savoir-là à leurs parents. Afin de pérenniser la démarche participative et maintenir l'implication des parties prenantes dans la gestion des ressources, il a été proposé de mettre en place un comité de gestion pour assurer le suivi des zones et faire des propositions en matière de gestion des pêches. Le projet de rahoui de Outuroa devrait passer en Conseil des ministres au mois de juillet prochain. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce soir sur votre chaîne les artistes du Hula Tapairu, suivis de la Star Academy. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.